Bonjour à tous, je me présente, Ed Louba. J'ai décidé de créer cette chaîne qui aura pour sujet principal l'histoire du continent africain. D'origine congolaise, étant né et ayant grandi en France, j'ai quelquefois constaté que l'histoire de l'Afrique était très maltraitée, voire dénigrée, parfois les deux en même temps. C'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. De plus, j'ai également observé que l'histoire de ce continent peut paraître réservée à des spécialistes ou des initiés, en gros, pas accessible au grand public. De ce fait, l'objectif de cette chaîne est de faire connaître certaines pages de l'histoire de l'Afrique, mais aussi des Caraïbes, de partager cette passion, de partager ce feu qui brûle en moi, quoi. Maintenant que les présentations sont faites, C'est parti l'Endeko. de nos jours, lorsque l'on parle de l'esclavage en Afrique, on ne parle que du commerce triangulaire, alors qu'en réalité, l'esclavage des populations noires ne se résume pas qu'à ça. Ah bon? Et oui, bien avant les Occidentaux, les sociétés arabes ont en premier asservi et capturé des Africaines et des Africains afin de les vendre et de les exploiter. Cette traite a occasionné plus de 10 millions de déportés et a duré plus de 13 siècles. C'est pour cela que j'ai décidé d'en faire le sujet de ma première vidéo, la première d'une longue série je l'espère. Dans un premier temps, nous étudierons les origines de cette traite, ensuite les justifications religieuses et scientifiques, après ça les razzias et les esclaves, et enfin le rôle de l'Occident. Par ailleurs, dans un souci de précision, certaines informations que je donnerai dans cette vidéo seront accompagnées d'un petit chiffre en haut à droite de l'écran. Ces petits chiffres correspondent à la liste de sources qui se situe en bas dans la description. Exemple, Lionel Messi a gagné 6 ballons d'or. C'est compris? Avant de commencer, je vais mettre au clair deux notions. La traite et l'esclavage. Très souvent, ils sont confondus alors qu'ils ne signifient pas la même chose. Pour nous aider à les différencier, nous allons faire appel à mon pote, le Larousse. Le Larousse, le seul et unique, l'authentique, le véritable. La traite est une forme de criminalité organisée consistant à déplacer des personnes par la violence pour les exploiter sexuellement ou les livrer à l'esclavage. L'esclavage est le fait de se conduire en propriétaire en usant ou disposant d'une personne. De conditions non libres, cette personne est considérée comme un instrument économique pouvant être vendu ou acheté et qui est sous la dépendance d'un maître. Nous pouvons donc voir que l'esclavage existe sans la traite et surtout que sans esclavage, il n'y a pas de traite. Les origines de la traite orientale, aussi connue sous le nom de traite négrière arabo-musulmane, remontent au 7e siècle. Avant ça, l'esclavage et la servitude existaient probablement déjà en Afrique noire, mais à une petite échelle humaine et géographique, à un niveau local quoi. Les Arabes cherchent à conquérir la Nubie, et après plusieurs batailles perdues, les Nubiens négocient la paix. Pour ce faire, en 652, le traité de Bact voit le jour. C'est un traité de paix entre ces deux pays et il est clairement en défaveur de la Nubie. Article 1. Traité accordé par l'émir Abdallah Ben Saïd au roi de Nubie et à tous ses sujets auxquels les Nubiens sont tenus de se conformer. Article 2. Nous nous engageons à ne point vous attaquer tant que vous serez fidèles à observer les conditions stipulées entre vous et nous et dont voici le détail. Article 5. Vous livrerez chaque année 360 esclaves des deux sexes qui seront choisis parmi les meilleurs de votre pays et envoyés à l'imam des musulmans. On comprend très bien après la lecture de ces articles que ce traité légitime de manière très explicite la déportation d'esclaves noirs africains. C'est donc à l'apparition de ce traité que l'esclavage en Afrique passe à un tout autre niveau, il n'est plus local mais intercontinental. Un peu plus de 50 ans plus tard, en l'an 709, les Arabes finissent par envahir et islamiser les Berbères d'Afrique du Nord. Cependant, les différents pays chrétiens européens repoussent l'expansion musulmane, ce qui diminue très fortement l'import d'esclaves européens blancs vers le Maghreb ou vers le Moyen-Orient. Les musulmans d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient comblent donc ce manque en intensifiant la traite déjà en place en Afrique noire. À partir de ce moment-là, les musulmans se livrent pendant plus de 1000 ans à cet horrible commerce. Pour développer cette partie, il faut que j'évoque rapidement les origines de l'islam, donc du Coran, donc du prophète Mohammed. De son vivant, l'esclavage fait partie des mœurs. Il est lui-même propriétaire d'esclaves et certains ont la chance d'être affranchis. Parmi ces affranchis, nous pouvons citer Zaïd ibn Haritha, qui devient son fils adoptif, Jouaïria bint al-Harith, qui devient sa femme, sans oublier Bilal ibn Rabah, le premier muezzin de l'histoire. Les sociétés arabes d'avant l'islam reposent et se basent sur l'esclavage. C'est pourquoi le Coran ne l'interdit pas. Le Coran tel qu'on le connaît est rédigé une dizaine d'années après la mort de Mohammed sous le règne du calife Othman.
et certains de ces versets correspondent aux affrontements auxquels Mohammed a fait face. Comme par exemple le verset 39 de la sourate 8, « Et combattez-les jusqu'à ce qu'il ne subsiste plus d'association et que la religion soit entièrement à Allah. » Ou encore le verset 4 de la sourate 47, « Puis quand vous les avez dominés, enchaînez-les solidement. Ensuite, c'est soit la libération gratuite, soit la rançon, jusqu'à ce que la guerre dépose ses fardeaux. » De plus, le Coran, écrit dans un contexte pas très féministe, dans des versets tels que le 52 de la sourate 33, il ne t'est plus permis désormais de prendre d'autres femmes, ni de changer d'épouse même si leur beauté te plaît, à l'exception des esclaves que tu possèdes, ou bien les versets 29 à 31 de la sourate 70, ceux qui se maintiennent dans la chasteté et n'ont de rapport qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent ne sont pas blâmables, mais ceux qui cherchent leur plaisir en dehors de cela sont des transgresseurs, autorisent la polygamie et les hommes musulmans à posséder plusieurs femmes esclaves et à coucher avec celles-ci en dehors du mariage. Ces versets sont utilisés comme justification religieuse par des chefs qui prétendent étendre et consolider la religion musulmane, alors qu'en réalité, ils ne cherchent qu'à s'enrichir et à soumettre le plus de monde possible. Pourtant, dans ce même livre saint, les musulmans sont encouragés à affranchir leurs esclaves pour expier leurs péchés, comme dans le verset 33 de la sourate 24 par exemple. Ceux de vos esclaves qui cherchent un contrat d'affranchissement, concluez ce contrat avec eux si vous reconnaissez du bien en eux. Mais il n'y est pas indiqué de ne plus en avoir de manière définitive, et c'est pour cela que cette traite a duré si longtemps. Il existe une autre justification religieuse, celle de la malédiction de Cham. Elle est utilisée par les esclavagistes musulmans qui assimilent les Africains noirs aux descendants de Cham. Cette justification sera plus tard utilisée par les esclavagistes occidentaux. La malédiction de Cham se trouve dans le livre de la Genèse au chapitre 9, versets 20 à 27. Noé travaillait dans une vigne. Un jour il abusa du vin et pris dans l'ivresse, il se déshabilla et se retrouva nu. Le plus jeune de ses fils Cham, après avoir vu son père nu, le raconta à ses deux frères Sem et Japheth, qui, à l'inverse de Cham, s'empressèrent de couvrir la nudité de leur père. Noé, après avoir repris ses esprits et mécontent de l'attitude de Cham, maudit Canaan, le fils de Cham, en ces mots. Que Canaan soit maudit, qu'il soit pour ses frères les derniers des esclaves, que Canaan soit l'esclave de Sem, que Canaan soit l'esclave de Japheth. Enfin, il y a les justifications basées sur la science. Une science bien évidemment raciste. Eric Williams l'a très bien dit. L'esclavage n'est pas né du racisme, mais c'est le racisme qui est né de l'esclavage. Ainsi, pour appuyer cette science, un géographe et médecin irakien du XIe siècle nommé Ibn Butlan a rédigé un guide d'achat d'esclaves avec les défauts et les qualités de chaque race. Sans surprise, les plus critiqués sont les noirs, et plus particulièrement les femmes noires. Dedans, il est écrit que plus les femmes noires sont foncées, plus elles sont laides et obsédées par le fait de tout détruire. Mais aussi qu'il n'y a aucun plaisir à les fréquenter à cause de leurs odeurs corporelles et de leur corps grossier. Il existe aussi un autre défenseur de ces thèses racistes, un penseur arabo-berbère du XIVe siècle nommé Ibn Khaldoun. Selon lui, le climat du continent africain est à l'origine des comportements bestiaux des populations noires qui ne pensent qu'à manger, danser et faire l'amour. Ah, j'oubliais. Il en place une aussi sur les odeurs des populations noires, mais bon, on n'est pas à ça près. Maintenant que nous avons vu les justifications utilisées par les esclavagistes, nous pouvons rentrer dans le cœur du sujet. Une des techniques de chasse des esclavagistes consiste à encercler un village le matin lorsque les villageois sont dispersés et réalisent leurs tâches quotidiennes, soit le soir lorsqu'ils sont endormis. Une fois capturés, les esclaves sont déportés vers le Maghreb ou vers le Moyen-Orient. Pour s'y rendre, les convois d'esclaves sont obligés de traverser le Sahara. Ce voyage peut durer jusqu'à 2 mois. Ces expéditions sont tout de même risquées et quelques convois se perdent dans le désert. Évidemment, les malades, les blessés et tous ceux qui ralentissent le convoi sont abandonnés sur les routes du désert et parfois même tués. Une fois sur place, les hommes esclaves sont utilisés comme main-d'œuvre pour la récolte des dattes, des clous de girofle, du sucre, du coton, mais aussi pour la construction d'irrigation et de puits. Ils sont également forcés à entretenir les palmeraies dans les oasis et à extraire du sel, de l'or et des perles. D'autres sont pêcheurs, marins et même soldats. D'ailleurs, au IXe siècle, un roi égyptien nommé Ahmad Touloun possède une armée de 45 000 esclaves noirs. Certains soldats sont formés dès l'âge de 10 ans au sein de l'armée d'élite nommée Abid al-Bukhari qui appartient au sultan marocain Ismaïl Ben Chérif. Il y a aussi beaucoup d'eunuques, des hommes castrés qui valent très cher, parfois jusqu'à 12 fois le prix d'un esclave dit complet. C'est pourquoi, à cette époque, posséder un ou plusieurs eunuques est synonyme de prospérité, car ils sont très rares et très chers. Ceci est dû au fait que seulement 20 à 30% des jeunes garçons survivent à la castration,
L'opération consiste à leur faire un garrot à la base des testicules, les couper, puis à appliquer du beurre fondu pour cicatriser la blessure. Certains deviennent gardiens de palais ou de lieux saints, comme à Médine ou à la Mecque. D'autres deviennent de très grands hommes politiques, comme Kaffour en Égypte par exemple. L'une des particularités de la traite orientale est la place des femmes. En effet, les femmes sont beaucoup plus convoitées. Elles représentent 2/3 de la demande totale en esclaves, tandis que les hommes, seulement 1/3. Les femmes et les jeunes filles sont domestiques, chanteuses, danseuses, maîtresses. D'ailleurs, beaucoup d'hommes en possèdent plusieurs. D'autres sont forcés à la prostitution dès l'âge de 10 ans, à partir des premiers signes de puberté, dès l'apparition des premières règles, synonyme à cette époque du passage à l'âge adulte. Elles sont également utilisées pour faire perdre la virginité des enfants de leur maître. De ce fait, contrairement à la traite négrière transatlantique, durant laquelle les hommes valaient plus cher, car ils étaient utilisés pour des travaux nécessitant de la force physique, comme pour l'exploitation des plantations de sucre ou de coton. Ici, ce sont les femmes qui sont le plus demandées pour des raisons uniquement sexuelles et machistes. Parmi les principaux consommateurs d'esclaves, nous pouvons citer les Maures, d'origine berbère, les Almoravides, berbères également, les Abbassides, d'origine arabe, et les Ottomans. Si dans un premier temps, les initiateurs de cette traite sont arabes et musulmans, une partie de celle-ci est ensuite assurée par des intermédiaires africains noirs directement sur place. Certains chefs de royaumes africains noirs décident d'adopter l'islam afin de commercer d'égal à égal avec les marchands étrangers musulmans et ensuite vendre à leur tour des esclaves capturés chez les populations voisines jugées païennes. Et oui, lorsqu'une tribu noire A capture et vend les villageois d'une tribu noire B, la tribu A ne vend pas des frères de couleur, elle vend des ennemis, des étrangers avec qui ils ne partagent ni les mêmes traditions, ni la même langue, ni la même culture. C'est pour cette raison que lorsque j'entends certaines personnes dire que les Noirs se sont vendus entre eux, ça m'agace un peu. Personne ne dit que les Blancs se sont tués entre eux pendant la Première Guerre mondiale. Avant les traites négrières occidentales et orientales, l'Afrique noire n'était pas un jardin d'Éden dans lequel tout le monde s'appréciait. C'était encore moins le Wakanda. Certains chefs noirs africains échangent et vendent les captifs contre des marchandises qu'ils ne possèdent pas, comme des chevaux, du textile, des métaux et autres objets précieux venant d'Europe, d'Afrique du Nord et d'Asie. Ce sont des échanges commerciaux dans lesquels chaque partie y trouve son compte. Parmi les sociétés africaines noires exportatrices d'esclaves, nous pouvons citer l'Empire du Mali, aussi appelé Empire Mandingue, l'Empire Songhai, le Sultanat du Bornou, le Califat de Sokoto, l'Empire Toucouleur, l'Empire du Wassoulou, mais aussi le domaine de Tipotip. Malheureusement, l'idée que les populations noires se seraient laissées esclavagiser circule un peu trop à mon goût. You hear about slavery for 400 years? For 400 years, that sounds like a choice. Bien au contraire, beaucoup se sont révoltés. La révolte des Zenj, étalée entre 869 et 883, est une des révoltes les plus meurtrières qui soient. Elle a lieu dans la région de l'Irak actuel et coûte la vie à plus de 500 000 personnes. Nous pouvons également mentionner Yaskak, un négus du XVe siècle, et un de ses successeurs, le négus Claudius, qui font face aux attaques des troupes musulmanes avec l'aide de soldats portugais chrétiens. Toujours au XVe siècle, nous avons les Apshis. Les Apshis sont des esclaves africains noirs vendus en Inde, qui après une insurrection règnent sur la région du Bengale. Sans oublier les femmes de Wallo et le mardi de Nder. Nder est une ville qui se situe au sud de la Mauritanie. Un mardi de novembre 1919, les villageoises de Nder se battent contre des Maures et des tout-couleurs venus les capturer. Épuisées après un premier combat, le peu de femmes restantes mettent fin à leur jour en se réfugiant dans une case et en s'immolant par le feu, préférant mourir libres que de vivre en esclaves. D'après l'historien Ralph Austen, c'est entre 12 et 17 millions d'Africains qui auraient été déportés lors de cette traite. Pour John Wright, il y aurait eu entre 5 et 6 millions de déportés vers le Maghreb sur cette période, et pour l'Est de l'Afrique et l'Asie, des études estiment le nombre de déportés à 4 millions. Le consensus des historiens spécialistes des traites esclavagistes tourne autour de 10 millions de déportés, c'est pourquoi je retiendrai ce chiffre. J'ai résumé les différents parcours des déportations sur cette carte. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour bien les visualiser, parce qu'elles sont nombreuses. Dans les régions où l'islam est pratiqué, l'esclavage, autorisé par le Coran, ne fait pas l'objet d'une remise en question. Le remettre en cause est même synonyme de blasphème, c'est pourquoi la fin de cette traite est paradoxalement due aux Européens. Les mêmes Européens responsables de la déportation de millions d'Africains vers les Amériques.
Au début du XVIIIe siècle, les Quakers initient un mouvement abolitionniste. Les Quakers sont des chrétiens protestants d'origine anglaise qui manifestent contre l'esclavage en opposition avec les chrétiens catholiques qui cautionnent l'esclavage et la traite occidentale. Parmi les Quakers, une des figures les plus connues est George Fox. De cette même époque, nous pouvons également citer Thomas Clarkson, William Wilberforce et la Society for Effective the Abolition of the Slave Trade qui luttaient en faveur de l'abolition de l'esclavage. Dans un premier temps, les pays occidentaux ne sont pas très motivés pour se passer de la traite et encore moins de l'esclavage. Mais quand la révolution industrielle fait son apparition à partir des années 1760, elle rapporte très rapidement beaucoup d'argent à ces pays. C'est pourquoi ils délaissent progressivement la traite et l'esclavage et l'abolissent en premier. Sans compter sur la révolte des esclaves de Saint-Domingue qui aboutit sur l'indépendance d'Haïti en 1804. Le résultat de cette révolte est dramatique pour la France qui perd sa colonie la plus lucrative. Cette révolte inspire et motive les esclaves des colonies voisines comme en Guadeloupe à se rebeller. De plus, l'indépendance de la République d'Haïti oblige les puissances coloniales européennes à réfléchir à de nouveaux moyens de faire travailler les populations asservies dans leurs colonies respectives sans prendre le risque de les perdre, afin de ne pas se retrouver lésés comme la France d'une source de revenus économiques non négligeable. La Grande-Bretagne abolit la traite en 1807 et l'esclavage en 1838. Les abolitionnistes, à l'aide de la très performante flotte maritime britannique, mettent la pression aux pays qui pratiquent encore la traite et l'esclavage. La Tunisie, par exemple, au XIXe siècle, est encore une province ottomane. Et Ahmad Ier Bey ne veut plus être sous tutelle ottomane. Les Britanniques lui garantissent alors un soutien face à l'Empire ottoman, en contrepartie de l'abolition de l'esclavage que la Tunisie déclare en 1846. Que ce soit en Tunisie, en Égypte, au Maroc ou en Arabie Saoudite, tous les pays qui se trouvent sur cette frise ont été contraints d'arrêter la traite et l'esclavage. Ceci est dû aux missions diplomatiques des pays européens et également, de manière assez surprenante, à la colonisation qui permit aux États européens et à leurs armées de stopper directement cette traite à la source, avec par exemple la neutralisation de Samori Touré par les Français ou encore celle de Tipo Type par les Belges. D'autant plus que la fin de cette traite coïncide avec la conférence de Berlin de 1884, mais ça, c'est une autre histoire. Au vu du nombre de personnes déportées et de sa durée, il est étonnant que cette traite soit méconnue, alors que les terres d'islam du nord de l'Afrique, du Sahel et du Moyen-Orient se sont enrichies et ont profité très largement de ce commerce malsain. Cette traite, liée à l'expansion de la religion musulmane, ont provoqué la disparition de nombreux peuples et par conséquent de langues, de traditions, de religions et de cultures qui existaient depuis des centaines ou peut-être même des milliers d'années. Cette méconnaissance est due au fait que les Arabes et les Noirs africains aient été colonisés par le même ennemi commun occidental, ce qui explique pourquoi cette traite n'est pas évoquée et qu'elle continue d'être dissimulée. La solidarité religieuse entre les pays africains subsahariens et ceux du Maghreb y est aussi pour beaucoup. Victimes comme bourreaux préfèrent oublier cette page sombre de l'histoire de l'islam. De la même manière, les différentes réponses données par des sites comme islamka.info.fr et sunnisme.com reflètent assez bien, à mon avis, le déni et même le négationnisme dont certains font preuve lorsque ce sujet est évoqué. On peut y lire une comparaison assez absurde, pour rester poli, et plutôt malhonnête, entre la traite négrière orientale, qui aurait été soft, et la traite négrière transatlantique, qui aurait été ultra-violente, alors que ces deux traites ont occasionné plus de 10 millions de morts chacune. La hiérarchisation des souffrances est inutile et ne doit pas exister. J'ajoute également que le but de cette vidéo n'est pas de critiquer la nature et l'essence du Coran. Pour parler en détail de cette traite, je me devais d'expliquer en quoi ce livre a été utilisé comme justificatif pour asservir des populations. Je rappelle que l'époque à laquelle il a été écrit était une époque de conquête et d'affrontements très violents entre les peuples, qu'ils soient chrétiens, musulmans, africains, asiatiques, noirs, blancs, européens, arabes, etc., etc. Le Coran a été un justificatif d'envahissement et d'esclavage. Mais avant son apparition, partout les peuples se faisaient déjà la guerre pour des différends économiques ou territoriaux. Sans lui, un autre justificatif aurait été utilisé pour entrer en conflit avec un peuple voisin et tenter de le dominer. Sur ces derniers mots, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et qu'elle vous a été utile. Je rappelle que toutes les sources se situent en bas dans la description. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et surtout n'oubliez pas de partager un maximum cette vidéo afin que justement le plus de personnes possible puissent connaître cette page de l'histoire. Sur ce, à plus! Attendez, on va jouer à un petit jeu. À chaque fin, je laisserai quelques indices qui vous permettront de deviner le sujet de ma prochaine vidéo. Voici les indices.
Dimanche, Fort-de-Joux, Jean-Jacques, Terre montagneuse. Bon allez, salut, et là, je suis vraiment parti.